Chaos. Beaucoup détestent le chaos et d'autres n'évoluent vraiment que dans le désordre total. Comme certaines plantes qui fleurissent dans la boue, le lotus par exemple, ou encore celles qui poussent spontanément sur les champs de bataille après la guerre, comme le coquelicot. Ma mère fait partie de ces gens qui détestent le chaos. Je me rappelle qu'elle détestait le désordre dans ma chambre. Je me souviens encore du sentiment qui m'envahissait lorsque je rentrais de l'école et trouvais ma chambre complètement rangée. Je me souviens aussi de ce jour où elle a trouvé des bouteilles vides de Barbancourt sous mon lit. Elle était partie dans une colère noire contre mon père. C'est lui qui m'avait appris, peut-être un peu trop jeune, à compter les étoiles dans le fond d'un verre. Je l'ai aimé pour ça et pour beaucoup d'autres choses encore. Ils me manquent tellement tous les deux. Déjà 3 ans, bientôt 4. Ça passe vite, mais très lentement. Le temps file, mais les blessures traînent des pieds. Des pieds lourds comme ceux d'un immigré qui foule le sol d'accueil. Lourds d'hésitation, de peur, d'enthousiasme peut-être. Et plus tard, lourds de déception, de frustration, de peine à tâcher le ciel, des poussières qu'il soulève au passage. Je divague. J'ai enfin décidé de réaliser ce projet. Mais comment? Tout était en désordre. Tout était emmêlé. Il a fallu que je commence par ranger, un à un, les morceaux de ma pensée éparpillée, les bribes de mes frustrations emportées avec le temps. Les avais-je vraiment oubliées? Ou juste rangées inconsciemment dans un coin de ma mémoire? Je suis de ceux qui aiment le chaos. Alors je traîne avec moi tous ces fragments qui se sont réfugiés loin du temps et de l'effritement. Suis-je un lotus, symbole de résilience, ou suis-je un tournesol, condamné à incarner la persévérance et l'optimisme? Pour comprendre le présent et mieux dessiner l'avenir, il faut marcher vers le passé en empruntant différentes voies. J'ai donc décidé d'aller chercher des réponses. Je ne voulais pas simplement convoquer mes souvenirs parce que j'avais le sentiment que mon analyse était biaisée dès le départ. Il y avait tout de l'étranger qui venait d'arriver. Alors je suis partie rencontrer ces femmes dont les vécus devaient être bien différents du mien. Elles ne s'étaient pas toutes résignées à ce boulot. Certaines ont bien choisi d'intervenir
principalement chez les personnes à mobilité réduite, isolées et enfermées chez elles, leur apporter du réconfort. Mais ces mêmes femmes ont vécu des choses qui parfois les ont amenées à se demander si ce travail en valait vraiment la peine. D'une simple phrase prononcée sur un ton autoritaire à des injures éclatées ici et là, d'un regard austère ou dédaigneux à des menaces directes, voire des actes de violence. Le rabaissement, la déshumanisation, la solitude et l'isolement qui pressent jusqu'à l'oppression de ces femmes n'a donc pas de nom. N'y a-t-il point un mot pour qualifier ces comportements brutaux et récurrents? Écouter l'histoire de chacune de ces femmes ne faisait que confirmer mes déductions. C'était systémique. Le noir se voit de l'extérieur comme un autre, et peut-être même conduit à faire sienne l'image déformée de lui-même que lui renvoie le blanc. J'ai lu cette phrase dans La double conscience et conditions raciales de Magali Besson et Mathieu Renaud. Et j'ai réalisé que, sans le savoir, j'avais conforté cette affirmation. Puis j'ai pensé que j'aurais aimé la lire plus tôt, avant d'avoir vécu tout ça, avant d'arriver ici. Aurais-je été mieux préparée? C'est donc dans les rues blanches, aux maisons froides, que je me suis noircie, tellement que je ne me reconnaissais plus. Avec le déclassement social, la maladie qui a frappé mon petit frère 2 mois après mon arrivée ici. L'amertume de constater que je donnais à des inconnus qui n'en voulaient même pas, ou qui les recevaient avec du mépris, l'attention et les soins que j'aurais aimé pouvoir donner à mon frère. Je me sentais illégitime. Donc j'avais besoin de conforter mes propos avec ceux d'un spécialiste de la psychologie sociale et du travail. Je lui ai donné à voir et à entendre ses voix fatiguées, ses regards éteints, ses corps usés par la fatigue physique et mentale. C'est pas une question de manque de respect. Elle me dit surtout vous, vous faites chier avec votre peau noire, je ne peux pas vous blairer. C'est à ce moment-là, je dis mais déjà vous ne parlez pas comme votre chien, les mots que moi j'ai employés pour répondre. Je dis je ne suis pas votre boniche. Déjà le fait qu'en effet il y ait des formes de discrimination dans ce type de travail parce qu'on est sur un rapport asymétrique, parce qu'on est sur du travail précaire, parce que les personnes qui effectuent ce travail précaire, vous l'avez dit vous-même, en général sont des personnes qui sont racisées, qui viennent d'autres pays, qui sont dans des situations de vie aussi difficiles. Et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'avoir un sentiment de supériorité face à des populations qui sont, et des personnes qui sont en situation de précarité. Donc ça s'explique aussi en tout cas par ça en fait. Face à ces femmes, je me suis sentie comme une profiteuse. Mais à la fin des séances, elles m'ont confié que c'était la première fois qu'on leur offrait un espace d'échange sur ces questions. Maintenant que j'ai toutes ces données, je réalise que je n'ai aucune réponse à donner aux questions restées sans réponse. Aucune solution, aucune alternative à proposer. À quoi tout cela a-t-il bien pu servir? Sinon qu'à donner de faux espoirs à ces femmes qui ont peut-être cru
que j'allais pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Faire remonter leurs doléances, m'ont-elles dit. Mais à qui exactement? Aux responsables de la structure? À la collectivité? Les départements? Ou encore les régions qui font appel à des petites entreprises pour assurer certaines prestations auprès de leurs administrés? Peut-être que ce film ne changera rien aux lois ni aux injustices, mais il donnera une voix à ces femmes invisibles, à leur douleur tue. Il ne réparera rien, mais il dira. Il rappellera que derrière chaque tâche ingrate, chaque silence imposé, il y a une existence qui résiste. Et parfois, être entendu, c'est déjà une forme de combat. Il peut rien se passer. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a, elle, comme marge de manœuvre, qu'est-ce qu'elle a comme moyen pour dire, ben là, en fait, ce que vous êtes en train de faire, ça ne se fait pas, c'est pas correct, alors à part de pouvoir le dire, en fait, elle peut rien faire. Elle m'a dit, bah oui, j'appelle ma responsable. Est-ce qu'elle a réellement appelé sa responsable? On ne sait pas. Est-ce que réellement, après, derrière, il y a quelque chose qui se passe enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour ces bénéficiaires? Est-ce qu'ils sont privés d'aide à domicile enfin, s'il ne se passe rien derrière pour eux, bah, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent continuer. Ou alors, elle va être remplacée. Voilà, ils vont envoyer quelqu'un d'autre chez elle. Et puis, bah, du coup, ils auront gagné. Donc, enfin, vous voyez, finalement, c'est aussi ça, c'est que derrière, il y a